La TVT au cœur de l'information. Bonsoir et bienvenue, voici les titres du journal. Le ministre Kojo Adeje Akara, il s'est rendu notamment sur le site de Stelcube et à Simtogo. Le compte rendu en image tout à l'heure, en début de journal avec Nestor Mouzou et notre bureau sur place à Akara. Bientôt, le marché international de l'artisanat au Togo lance sa deuxième édition. Opportunités d'affaires et bénéfices sont promis par les organisateurs. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis, hier, c'était le Conseil des ministres à Kara. Dans la foulée, la conférence de presse d'après Conseil des ministres. Ce soir, la rédaction vous propose l'intégralité des échanges. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Place maintenant au journal. Direction d'abord Kara, je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, visite tous azimuts sur place du ministre en charge du commerce. Au menu, un déplacement à l'usine Stelcube et à Simtogo, entretien à bâton rompu avec une commerçante demi-grossiste ou encore cette visite, vous allez le voir, un artisan évoluant dans le mobilier. On voit tous en image avec notre reporter Nestor Mouzou et notre bureau à Kara. Inaugurée le 23 avril 2019, l'usine Stelcube de Kara est spécialisée dans la production du fer à béton et de l'oxygène qui, au-delà de l'usage interne pour couper le fer, est aussi distribuée dans les hôpitaux. Cette usine produit 40 000 tonnes de fer par an. Elle prévoit doubler cette production dans les prochaines années. Stelcube Kara a créé 450 emplois directs et 1000 indirects. En se rendant dans cette usine, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale a voulu toucher du doigt la réalité. C'est ce même objectif qui l'a conduit à Simtogo. Cette cimenterie située à Awangelo, à la sortie sud de la ville de Kara, a commencé ses activités le 15 juillet 2017. Elle a une capacité de production annuelle de plus de 250 000 tonnes et compte 50 employés directs et 75 sous-traitants. L'usine Simtogo à Awangelo a en projet l'installation d'une centrale photovoltaïque pour sa propre utilisation et pour fournir de l'énergie solaire aux populations riveraines. Pour le ministre Adeje, l'usine Stelcube et Simtogo Kara sont dans la dynamique qui veut que le pays se développe et que toutes les régions soient concernées. Aujourd'hui, avec la vision stratégique 2020-2025, il est question en ce qui concerne l'axe 3 de développer un certain nombre d'industries, mais en mettant le focus sur les forces de notre économie. Donc tout cet écosystème se met en place et il nous est venu en tant que ministre en charge de l'industrie dans le pays de regarder un peu ce qui se passe au niveau des industries. Ce que nous voulons, c'est d'avoir à Kara, nous avons déjà les deux industries, le fer à béton, le ciment, que les autres matériaux destinés à la construction, au bâtiment, qu'on produise ces matériaux aussi à Kara, notamment à la peinture. Les établissements Elino, un autre centre d'intérêt de la tournée du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale à Kara. Ces établissements sont tenus par une femme. Ils sont surtout spécialisés dans l'alimentation générale. La patronne des lieux est très fière de la visite du ministre. Nous nous sentons honorés. Depuis que j'ai commencé les activités, ça fait bientôt 30 ans, je n'ai jamais reçu la visite d'une autorité de telle grandeur. Je pense vraiment que le gouvernement s'intéresse à ce que nous faisons en tant qu'opératrice économique. Des établissements Elino, le ministre Adeje a rendu visite à un jeune artisan. Il a créé une entreprise qui porte le nom Génie Afrique Inter. Son travail traduit bien son nom. Nous sommes une entreprise fabricante du mobilier. La commande, on s'en sort, mais pas aussi comme on le voudrait, mais on ne se plaint pas du tout quand même. En allant aux établissements Elino et à l'entreprise Génie Afrique Inter, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale a ses raisons. Pendant cette pandémie, le président de la République nous a lancé dans une dynamique, faire en sorte qu'un certain nombre de produits dits sensibles soient disponibles, qu'il n'y ait pas de rupture, qu'il n'y ait pas non plus de flambée de prix. Et donc, le gouvernement a
commandé une cargaison de riz. Donc on a livré cette cargaison à un certain nombre d'opérateurs économiques, parmi lesquels figure notre grande sœur qu'on a visitée à Kara. Et elle nous a livré que le riz ne connaît pas de flambée grâce à l'action du gouvernement. S'agissant du jeûne, ce jeûne nous a émerveillés par rapport aux meubles qui sont fabriqués directement. Il y a des meubles ici que nous avons vus qui n'ont rien à envier à ce qui nous vient d'Italie ou d'ailleurs. C'est l'occasion de consommer, comme je l'ai dit, ce que nous produisons localement. L'entreprise Génie Afrique Inter a largement participé aux activités du mois de consommer local en octobre dernier. Une initiative qui a participé largement à sa visibilité. Une visite qui nous amène à faire un clin d'œil ce soir encore à ANADEB. C'est l'Agence nationale d'appui au développement à la base. Retour notamment sur ses missions, ses activités en faveur des populations. ANADEB et ses services racontés par Christine Petit-Kialoudé. En 2019, l'indice de pauvreté se situait à 45,5% au niveau national contre 58,7% en 2011, soit une diminution de 13,2%. Le seuil de pauvreté, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, a fortement reculé au Togo. Cette performance est le fruit de plusieurs initiatives, dont celle de l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB qui, par des interventions ciblées et opportunes, œuvre au quotidien pour le bien-être des populations, surtout les plus vulnérables. En 10 ans d'existence, l'ANADEB a fait rejaillir les retombées de 6 projets et programmes sur les ménages togolais. Il s'agit du programme de soutien aux micro-projets d'infrastructures communautaires, du programme de développement communautaire en zone urbaine, du projet d'accompagnement des communautés dans l'entretien manuel des routes et pistes, des filets sociaux et services de base et du projet d'opportunités d'emploi pour les jeunes vulnérables. Grâce à l'ANADEB, bras opérationnel du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, plus d'1 millier de comités de développement à la base ont été structurés. 608 hangars de marché, 2033 infrastructures d'assainissement, 6 maisons de jeunes, 34 forages et 505 salles de classe ont été construits ou réhabilités, sans oublier les centaines d'infrastructures de santé équipées. Les actions de l'agence sont menées suivant une démarche participative et inclusive. Près de 1500 communautés à la base de 300 cantons du pays bénéficient des actions de l'ANADEB. À ce jour, l'agence a déjà investi plus de 100 milliards de francs CFA pour améliorer les conditions de vie des populations. D'année en année, le nombre d'infrastructures socio-collectives s'accroît. Au 31 décembre 2020, la composante infrastructure de base du projet FSB a réalisé 133 micro-projets sur 200 prévus, soit 83 bâtiments scolaires, 110 forages, 10 unités de soins périphériques, 19 centres communautaires, 6 hangars de marché, 2 retenues d'eau et 10 pistes et ouvrages de franchissement. Pour un Togo propre, sain et prospère, l'ANADEB a mobilisé environ 300 000 Togolais, soit 21 524 personnes chaque année pour l'entretien des rues, le curage des caniveaux et l'enlèvement des dépotoirs sauvages dans le cadre de cantonnage. Une initiative qui offre aux populations des moyens de développer leurs communautés respectives à travers la levée des fonds. À ce jour, 1906 communautés prennent part à cette initiative qui leur permet de réaliser des progrès considérables dans leurs différentes localités. Les artisans également bénéficiaires de ANADEB, ils se donnent rendez-vous, ces artisans, à partir du 29 octobre prochain, ici à Lomé. Ce sera l'occasion de la 2e édition du marché international de l'artisanat au Togo. Opportunités d'affaires et bénéfices sont promis par les organisateurs. Sandra Ziabé. Le Togo se prépare pour le marché international de l'artisanat du Togo, MIATO, 2e édition. Entreprise artisanale et compétitivité, un thème évocateur pour promettre et rassurer le monde artisanal et les consommateurs des produits locaux de la réussite également de MIATO 2 comme celle de l'année 2019. Une édition qui a marqué de par ses retombées avec plus de 160 exposants venus du Togo et de 12 pays et plus de 150 000 visiteurs pour participer aux ateliers, conférences, aux expositions et surtout
aux rencontres B2B. Le marché international de l'artisanat du Togo, première édition, couronnée de succès, devient une étape marquante dans le processus de développement du secteur de l'artisanat au Togo. Un catalyseur pour les autorités à promouvoir encore plus de véritables entreprises artisanales et renforcer l'attrait touristique. La seconde édition du marché international de l'artisanat du Togo Miato 2 se tiendra du 29 octobre au 7 novembre 2021 et se déroulera sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Elle sera une opportunité de relance économique et va améliorer les revenus, y compris le pouvoir d'achat et de créativité des artisans. Des relations entre acteurs seront renforcées, de même que la réduction de la pauvreté. Miato 2 servira de cadre propice pour valoriser le patrimoine culturel togolais avec la promotion des produits artisanaux et permettra aux artisans de vendre convenablement leur production et de facto renforcer leurs capacités professionnelles et surtout la mise en valeur des métiers porteurs du secteur. Au Togo, l'artisanat est un secteur financé à coups de milliards. De 2011 à 2020, le gouvernement a investi plus de 10 milliards de francs CFA dans le secteur, ce qui a permis de financer près de 15 000 projets et la création de 1069 nouvelles entreprises artisanales et 500 de ressources pour l'artisanat. D'ici 2022, l'État togolais espère appuyer la création et renforcer 4 000 entreprises artisanales et créer 12 000 emplois durables et offrir une couverture en assurance maladie à 90 000 artisans. 14 radios dans le monitoring de la HAC dans la région Kara. Un suivi dorénavant sur place et grâce à l'antenne régionale bientôt équipée. Le matériel, vous allez le voir, vient d'être réceptionné ici à Lomé. Au siège, le récit, Augustin Kossi. Les portes du service monitoring audiovisuel de la HAC ouvertes aux objectifs de nos caméras. À l'intérieur, des équipements techniques, des encodeurs et tuneurs radio. Ici se font le suivi et l'analyse des contenus des médias audiovisuels en direct et en différé. Et depuis fin janvier 2021, les signaux des 14 radios de la région de la Kara sont reçus et suivis dans ces installations. Ici, nous faisons le suivi et l'analyse des contenus des médias audiovisuels en vue de s'assurer du respect de leur cahier de charge et du respect des codes de déontologie et de l'éthique du métier. Nous avons des mosaïques qui représentent les différentes télés qui sont là et les différentes radios de la capitale et de la région de la Kara. Depuis fin janvier, nous recevons également les radios de la région de la Kara. Les signaux sont acheminés à Lomé et reçus sur les décodeurs. C'est installé derrière les radios. C'est grâce à ce processus que nous recevons ces signaux qui sont stockés sur notre serveur ici. Nous avons la possibilité à la salle de consultation ici de pouvoir consulter ces signaux sur les ordinateurs qui sont installés. Nous allons suivre par exemple la radio, la voix de la solide. Il y a également Radio Asafa. Asafa c'est au début. On peut également faire la recherche d'une émission déjà passée. Ça c'est l'écoute en différé. Le bureau de Kara constitue la première antenne régionale de la HAC. Inaugurée en septembre 2020, sa deuxième phase s'est achevée le 29 janvier dernier. Elle a été conduite par une équipe de la HAC et de la société Togocom à Lomé et notamment dans les 7 préfectures de la Kara. Ce processus d'installation des bureaux fait partie intégrante de la stratégie de décentralisation des services de la haute autorité. Ce processus constitue la deuxième composante du plan stratégique de la HAC, plan que nous avons adopté le 8 avril 2019 ici à Lomé. En effet, afin de conduire l'ensemble de ces missions et de se rapprocher des médias ainsi que des auditeurs, téléspectateurs et lecteurs sur l'ensemble du territoire national, la HAC, dans l'axe 2 de son plan stratégique, était ainsi défini, je cite, « Consolider la régulation par la couverture du territoire national par la décentralisation des services de la HAC déclinés en antennes
Donc c'est partant de là que la HAC a décidé de créer des antennes régionales dans chacune des 5 régions de notre pays. Aujourd'hui donc, 14 radios de la région de la Kara sont reçues, écoutées et suivies en direct dans nos installations ici à Lomé, et cela 24 heures sur 24. Il s'agit là d'un exercice qui est fait conformément à un paramétrage des groupes socio-professionnels, des partis et acteurs politiques, des institutions étatiques et autres. Paramétrage fait relativement aux dispositions définies dans le Code de la presse, la loi organique et le Code de déontologie des journalistes. La mise en place de l'ensemble du dispositif de l'antenne régionale de Kara a nécessité 28 millions de francs CFA. Un projet entièrement financé par l'ambassade de France à travers le projet de formation et d'appui au secteur de l'audiovisuel et des médias Profamed. Ça flambe et ça s'affole. La courbe de contamination Covid-19 inquiète toujours. À quoi est due cette recrudescence des cas de contamination? Eh bien, la coordination de riposte pointe du doigt certains comportements, je cite, inadmissibles qui sapent les efforts du Togo dans la lutte contre cette maladie redoutable. Les précisions de Douaré. Pendant que l'État s'active pour préserver la santé publique, certains citoyens ne pensent qu'à se remplir les poches. Beaucoup de faux certificats négatifs au Covid-19 ont été identifiés à l'aéroport et un réseau de faussaires bien organisé serait à l'origine de cette fraude sanitaire. Autre élément qui affecte les efforts du Togo dans la riposte, l'ouverture clandestine de certaines boîtes de nuit dont les responsables sont interpellés. Selon certaines rumeurs que nous avons eues il y a quelques semaines, qu'il y a certains fraudeurs qui font des faux certificats négatifs aux voyageurs, pour les arrivants, mais aussi pour ceux qui partent. Ça nous a permis de dépister, de trouver les réseaux qui font cela. Et pour l'instant, 9 personnes ont pu être arrêtées et seront présentées devant la justice pour répondre de leurs actes. Nous allons continuer à être vigilants pour qu'on puisse veiller là-dessus et arrêter les autres fausseurs. Aussi, ceux qui ne respectent pas les mesures prises par le gouvernement, certains ont pu être arrêtés ce week-end, notamment les boîtes de nuit qui animaient, entre guillemets, sauvagement. Donc 2 boîtes de nuit, je les cite, MM7, La Villa. Les responsables ont été arrêtés et présentés au procureur. Pour l'instant, tous leurs instruments sont gardés au commissariat. Ceci veut dire que toutes les autres boîtes qui continuent par animer sans autorisation, en ne respectant pas les mesures prises par le gouvernement, vont voir les forces arriver chez elles. C'est une question de santé publique et le pays ne compte pas ménager les récalcitrants. L'arrivée des vaccins est une lueur d'espoir, mais qui n'est pas synonyme de relâchement dans le respect des mesures sanitaires et restrictives. La surveillance sera donc plus stricte. La lutte, c'est le respect des mesures barrières au niveau de la population. C'est continuer la surveillance au niveau de nos aéroports et ports pour empêcher que les autres cas positifs viennent chez nous. Mais aussi, c'est respecter les mesures restrictives prises par le gouvernement, notamment les boîtes de nuit qui animent, les funérailles, les mariages ou les baptêmes où certains gestes sont interdits et qui continuent par les faire. Tout ceci en espérant, en attendant l'arrivée des vaccins qui constituent un point fort dans la lutte contre cette pandémie. Grâce au leadership du chef de l'État, le vaccin d'ici quelques semaines sera chez nous pour que nous puissions démarrer rapidement.
Du 20 au 26 janvier, le pays a enregistré 382 cas. Du 27 janvier au 2 février, 401 cas. Du 3 au 9 février, 409 et 242. La coordination note une baisse des contaminations dans les savanes et la Kara, par contre une recrudescence dans le Grand Lomé. Les Togolais sont appelés à ne pas baisser la garde avant l'arrivée des vaccins. Pour être tout à fait complet, voici le bilan du jour. À ce jour 11 février 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. 1. Le nombre de cas confirmés est de 5 687 avec 81 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 4 789 avec 93 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 818 et le nombre de décès est de 80. Chiffre rendu public par le ministre professeur Moustapha Mediawa. Demain, 12 février, c'est la fête en Chine. Le nouvel an chinois, tout en rouge, est célébré demain donc. À l'occasion, l'ambassadeur de Chine au Togo appelle, vous allez l'entendre, au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre Pékin et Lomé. Le récit, Augustin Cossy. Tout en rouge, c'est le symbole du nouvel an chinois, la fête du printemps. Cette année, elle est célébrée sous le signe du buffle métal. Crise sanitaire oblige, les Chinois résidant au Togo ne vont pas se retrouver. L'ambassadeur de la Chine au Togo lance un message depuis sa résidence. Une solennité dédiée au renforcement de la coopération sino-togolaise. Je voudrais profiter de cette occasion pour adresser mes sincères salutations et mes meilleurs vœux à vous toutes et tous qui sont engagés dans l'approfondissement de l'amitié et de la coopération entre nos deux pays. Malgré le choc de Covid-19, nous nous félicitons de constater que la fraternité et le partenariat sino-togolais s'intensifient davantage. Nombre de projets dans divers domaines sont en pleine progression. Dans l'année qui s'ouvre, la Chine sera disposée à renforcer la coopération sino-togolaise tout en accompagnant le Togo dans la réalisation de sa nouvelle feuille de route. Je suis convaincu qu'avec nos efforts conjugués, le partenariat entre nos deux pays sera encore plus vivace et dynamique, au bénéfice du bien-être de la population. Le nouvel an chinois 2021 sera célébré ce 12 février. Des événements culturels en ligne sont prévus. Expositions, expériences interactives, concerts, spectacles et ateliers de gastronomie. C'était promis et annoncé dès les titres. Hier, le président Faure Gnassingbé a réuni le conseil des ministres à Kara. Dans la foulée, s'est en suivi la conférence de presse d'après conseil des ministres. Ce soir, la rédaction vous propose l'intégralité des échanges. Regardez. Je suis M. Boukari, directeur de publication du journal Cousa Média. Malgré les efforts fournis ça et là, au niveau de la sous-région, le problème de l'insécurité reste galopant. Qu'est-ce que le gouvernement objectivement fait pour rassurer les populations qui ont besoin de paix? Je voudrais d'abord vous remercier pour la préoccupation que vous émettez concernant les questions de sécurité. Le compte rendu qui a été fait ce matin à l'occasion du Conseil des ministres par Madame le ministre des Armées sur les attentats dont nos forces qui sont en mission extérieure, en mission de maintien de la paix dans des pays amis, ont subi et depuis un certain nombre de jours déjà, nous rappelle que le danger qui nous entoure n'est toujours pas éloigné. Et que nous devons d'abord à titre individuel marquer notre solidarité vis-à-vis de nos forces de défense et de sécurité, leur montrer véritablement que le travail qu'ils font est très important pour notre sécurité individuelle et collective. Et puis les accompagner dans ce travail, d'abord en collaborant avec les forces de sécurité et de défense, en leur signalant tous les cas qui nous interrogent dans nos milieux, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos villes, tous les mouvements inhabituels
les mouvements suspects, pour qu'ils puissent véritablement faire leur travail et puis nous préserver de tous ces malheurs qui nous entourent. Et le chef de l'État a exprimé sa compassion à l'égard de nos soldats qui sont blessés aujourd'hui, qui sont en traitement. La nation togolaise les porte dans leur cœur et dans sa prière, et nous devons continuer à le manifester. Mais nous avons un devoir citoyen de collaborer à cette sécurité-là. Le gouvernement togolais a mis des moyens en place, des moyens humains, des moyens stratégiques en place. Vous avez évoqué la descente sur le terrain récente du président de la République pour consolider le moral des troupes, les encourager, les soutenir, et puis leur marquer la solidarité du peuple togolais dans le travail important qu'ils font. Mais il est véritablement de notre devoir citoyen de collaborer à cette fonction-là. On ne peut pas décrire bien évidemment sur une chaîne de télé les stratégies qui sont mises en place pour cela, mais soyez rassurés que le président de la République prend à cœur la question de la sécurité. Nous devons aussi jouer notre part individuelle là-dessus. Nestor Mozo, journaliste à la TVT, région de la Kara. Alors, le Conseil a examiné donc, ce matin un avant-projet de loi fixant les règles d'organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives au Togo. Qu'est-ce que cette loi va changer concrètement au niveau du sport dans le pays? Le texte qui a été examiné aujourd'hui est un texte qui vient réviser un cadre juridique qui existait. Vous savez, les activités sportives étaient déjà pratiquées dans notre pays, ces activités étaient encadrées. Mais au regard de l'évolution au plan national, au plan international, il s'imposait de réviser notre cadre pour l'actualiser et le mettre en conformité avec, on va dire, la conjoncture internationale. Et de façon spécifique, il y avait un certain nombre d'institutions ou de mécanismes aussi qu'il fallait mettre à jour. Je peux d'abord citer un exemple, l'Institut national de la jeunesse et des sports, qui était un institut rattaché au ministère des Sports, mais qui formait des enseignants de sport, est désormais rattaché à l'université et donc au ministère de l'enseignement supérieur. Donc il y avait ce travail de réorganisation qui s'imposait. Les fédérations scolaires et universitaires étaient elles aussi rattachées au ministère des Sports, ce qui ne facilitait pas toujours le travail en termes de préparation, de formation et même de détection pour ces jeunes sportifs. La création d'associations sportives au niveau scolaire et universitaire n'était pas très facilitée. Donc aujourd'hui, il y a eu un rééquilibrage, un attelage nouveau qui est fait avec les ministères des enseignements. Donc désormais, ce travail étant fait, il était nécessaire aussi de remettre le sport au cœur de notre vie de tous les jours. Vous savez, les activités sportives peuvent participer de façon importante au bien-être de l'individu, mais également peuvent être pourvoyeuses d'emplois. Donc, il faut organiser ces activités-là pour que celles-ci permettent de créer des emplois et aussi, le cas échéant, de favoriser le bien-être. Et ce texte de loi propose de remettre le sport au cœur de la vie en entreprise, de faciliter aux personnes avec le handicap l'accès aux activités sportives, ce qui n'était pas toujours bien encadré. Il y a aujourd'hui dans notre pays un développement que l'on doit accompagner, des centres de remise en forme, que l'on appelle communément les gym centers, et ce texte permet là aussi de les encadrer. Donc aujourd'hui, nous avons un texte qui se met à jour et qui essaye de s'aligner sur notre vécu quotidien et d'accompagner les activités sportives. Il faut d'ailleurs ajouter le sport amateur qui n'avait pas fait l'objet d'encadrement, mais qui est très développé chez nous. Le texte envisage la création d'une fédération du sport amateur et cela est à saluer. Samarouara Moïse, Radio Tabala. Monsieur le ministre, le Togo a opté depuis quelques années pour la création des ZAP. Et nous savons aussi que plusieurs zones ont été déjà mises en place, mais peu sont vraiment fonctionnelles. Pourquoi alors en créer d'autres? Notre pays a, depuis quelques années, envisagé la création de zones agricoles planifiées et a mis en œuvre une politique dans ce sens-là. Dans le premier déploiement de ces zones-là, il s'est élevé un certain nombre d'écueils, un certain nombre de difficultés qui ont trouvé solution désormais et qui ont permis de réévaluer la stratégie pour la réorienter vers les ZAP qui ont fait l'objet d'une présentation aujourd'hui.
Aujourd'hui, l'État envisage, en lien avec les agropoles à venir, la mise en place de ces zones agricoles. Ces zones agricoles sont mises en place, le déploiement a commencé depuis décembre 2020, elles sont mises en place dans des localités qui ont été en mesure de fournir les terres cultivables. Et elles sont mises en place en totale concertation avec les populations de ces zones-là, ce qui leur permet de bénéficier de l'appui de l'État en termes, par exemple, de dessouchage de ces zones-là, 100 hectares à minima pour démarrer, et en termes d'implantation de différentes activités agricoles. L'État accompagne nos populations de ces zones-là avec la carte de fertilité des sols, ce qui permet de ne plus complanter ces zones-là au désir, n'est-ce pas, des jeunes agriculteurs, mais plutôt en fonction des capacités des sols. Et ce travail qui est désormais proposé par l'État vient corriger tous ces écueils que le premier déploiement a pu rencontrer pour aller véritablement vers des zones intégrées, des zones qui vont être mises à profit au développement, au service des agropoles à venir ou qui sont déjà en train d'être mises en place dans notre pays. Émile Pamazé, Radio Cara. Ma préoccupation porte sur le nucléaire. Le Togo n'a pas de centrale nucléaire. Nous n'avons pas d'armes nucléaires. Alors, pourquoi une structure nationale et une loi sur la sécurité nucléaire? Vous évoquez la question de l'importance du nucléaire pour un pays comme notre pays, le Togo. Vous savez, le Togo a ratifié la Convention internationale sur l'énergie atomique en 2012. Et en juin dernier, juin 2020, nous avons voté une loi sur l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique de l'énergie nucléaire. Mais quand on parle de l'énergie nucléaire, c'est vrai, on pense aux centrales nucléaires, on pense à la bombe atomique. Mais dans notre quotidien de tous les jours, nous avons un certain nombre de matériels que nous utilisons individuellement. Les centres de santé utilisent un certain nombre de matériels, prenons l'exemple des scanners, qui émettent des rayonnements ionisants et qui ont des conséquences sur notre environnement, sur notre santé individuelle. Et donc il est nécessaire que le Togo, qui aspire à améliorer ses conditions sanitaires, installer de nouveaux appareillages dans les hôpitaux. Nous avons évoqué, le gouvernement a lancé un programme d'amélioration des infrastructures sanitaires, d'équipement, de renforcement de plateaux techniques dans notre pays. Les initiatives privées accompagnent également le gouvernement dans ce travail important. Un certain nombre de centres sont en train de se mettre en place. Des cliniques privées installent du matériel pour faire de l'analyse, de la radiologie, etc. Et tous ces matériels ont besoin qu'on encadre les conditions dans lesquelles ils sont installés, les conditions dans lesquelles ils sont utilisés pour la sécurité du personnel qui utilise ces scanners-là et aussi des patients qui vont fréquenter ces centres. Aujourd'hui, nous avons évoqué tout à l'heure la question de la sécurité. Vous savez qu'il y a un certain nombre de matériels de détection des métaux qui également peuvent émettre des rayonnements ionisants et il faut encadrer les conditions dans lesquelles ces matériels sont installés. C'est cet ensemble qui a amené donc à l'adoption de la loi en juin 2020 sur l'utilisation, vous voyez que le mot est important, utilisation sûre, sécurisée et pacifique de l'énergie nucléaire ou de l'énergie atomique, si l'on veut. C'est une grande famille, le mot énergie atomique. Donc, aujourd'hui, le Conseil des ministres s'est surtout penché sur l'autorité, l'agence qui va pouvoir encadrer les conditions de délivrance des autorisations d'installation de ce matériel. Lorsque vous voulez commander aujourd'hui un matériel qui peut émettre ce genre de rayonnement, vous devez avoir une autorisation, une inspection se déplace, va voir là où vous allez installer votre matériel, est-ce que les conditions, le bâtiment, les distances sont prévues, comment le personnel qui va l'utiliser est formé à l'utilisation de ce matériel, quels sont les éléments de protection pour le personnel, pour les usagers du matériel, et avant d'accorder l'autorisation de commander, d'installer le matériel, et cette autorité va également suivre la manière dont ça se fait pour que tout ce qui tourne autour de ce matériel soit en sécurité. Et cette autorité, aujourd'hui, le décret que le Conseil a adopté vise à mettre en place cette autorité qui est rattachée au président de la République pour vous montrer l'importance
stratégique de l'autorité qui est mise en place et de l'utilisation du nucléaire dans notre vie quotidienne. Aziano Eugénie, journaliste à l'agence togolaise de presse. Le Conseil a fait le point de la situation de la pandémie à coronavirus au Togo. Monsieur le ministre, vous pouvez nous renseigner davantage sur quand et comment va se dérouler la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Togo? Notre pays est en pointe sur la gestion de cette pandémie qui nous met à rude épreuve, met notre économie à rude épreuve. Et dès le début ou très tôt, le premier axe de travail a été celui de la prévention. Donc, nous avons beaucoup travaillé sur la prévention pour éviter tout simplement des niveaux de contamination très élevés. Mais comme vous le savez, nous ne pouvons pas vivre cloîtrés. Donc, des allées et venues ont entraîné une augmentation importante des niveaux de contamination. Dans le langage consacré, on a parlé de deuxième vague, de troisième vague. Le constat existe. Mais au-delà, la deuxième phase sur laquelle travaille le gouvernement est celle de la campagne de vaccination, parce que seule une immunité collective peut aujourd'hui ralentir durablement cette pandémie à coronavirus. Donc, notre pays s'est engagé très fortement dans une initiative internationale, l'initiative COVAX, qui va nous permettre d'avoir une certaine quantité de doses de vaccins. Au-delà de cette quantité de doses de vaccins, l'État togolais, sur instruction du chef de l'État, a complété ou s'est engagé à se faire livrer la quantité restante pour couvrir, on va dire, les 100% de population identifiée pour être vaccinée. Donc, je souligne que les moins de 20 ans ne sont pas concernés par la campagne vaccinale, et ceux qui sont concernés par cette campagne vaccinale seront au-delà des 20 ans. La stratégie qui est arrêtée aujourd'hui consiste à nous tenir prêts pour recevoir des quantités de doses de vaccins. Normalement, si tout va bien, la date qui est fixée est au-delà de février. Et nos équipes sont prêtes pour non seulement recevoir le vaccin, mais également administrer ce vaccin-là. Pour l'heure, des sites sont identifiés. Ces sites-là vont recueillir le vaccin, le conserver et permettre l'administration des doses de vaccin. Et au-delà de cela, le gouvernement se tient prêt également pour commander de nouvelles doses, puisque c'est l'initiative COVAX qui va nous fournir les premières doses, mais pour commander d'autres doses afin de compléter le dispositif qui est déjà en place. Donc, la stratégie est déjà arrêtée, elle est prête. Normalement, la semaine prochaine, la campagne de communication et de formation des agents vaccinateurs va commencer. Et dès lors que l'État aura à disposition les vaccins, l'on commencera à les administrer. Ma deuxième question revient sur les actes, les zones d'aménagement de la production bovine. Qu'est-ce que le citoyen lambda doit savoir de façon concrète? En droite ligne ou en complément, on va dire, avec les zones agricoles planifiées, l'État envisage, n'est-ce pas, de proposer des zones d'aménagement de production bovine. Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays est consommateur et importateur de viande dans des quantités importantes. Donc aujourd'hui, l'État propose une stratégie qui va être construite autour d'un modèle et qui va développer un certain nombre d'ambitions. Alors la stratégie, c'est de développer ces zones d'aménagement de production bovine. Et le modèle, c'est d'abord d'identifier dans des localités qui seront sélectionnées à l'avance, celles qui ont des atouts naturels, c'est-à-dire des infrastructures de base, écoles, dispensaires, cabinets vétérinaires,
des espaces à fort potentiel de production de fourrage, des plans d'eau. Donc sur ces zones identifiées, ces modèles, il va se développer un certain nombre d'ambitions. Et cette ambition, c'est d'abord de faciliter ou de favoriser les élevages, l'accès de bovins à des aires de production, et autour de ces élevages, multiplier des chaînes de valeur laitières, des chaînes de valeur en viande ou même en fourrage. Et cette ambition va plus loin. On peut, grâce à ces zones, limiter ou en tout cas contrôler les flux de transhumance. Donc il s'agit d'une stratégie globale qui va être mise en relation avec les agropoles et évidemment les zones agricoles planifiées. Monsieur le ministre, dans le communiqué relatif au Conseil des ministres, vous avez examiné un avant-projet de loi lié à l'organisation, à la composition et au fonctionnement des services du médiateur de la République. Alors, nous voulons savoir objectivement quelle est d'abord l'importance du médiateur de la République, son rôle, quand et comment il faut aller vers ce médiateur. Le médiateur de la République est une institution importante de la République qui est prévue par notre Constitution à l'article 154 de la Constitution depuis 1992. Une première loi organique en 2003 organisait donc le fonctionnement des services du médiateur de la République. Entre 2003 et 2021, naturellement, nous avons évolué. Le médiateur de la République est vraiment opérationnel dans notre pays depuis décembre 2014. Et donc, le médiateur actuellement en fonction, c'est Madame Awa Nana Daboya Amadou. Son siège est à Lomé. Mais la nouvelle loi prévoit la possibilité pour le médiateur de la République d'installer un certain nombre de délégations à l'intérieur du pays. Cette démarche est consacrée par la nouvelle loi organique qui a été votée en décembre 2020. Vous savez, toutes les lois organiques, lorsqu'elles sont adoptées, la Constitution togolaise impose qu'elles soient d'abord soumises à la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle s'assure de leur conformité à la Constitution avant que le président de la République promulgue la loi qui est votée. Il peut arriver qu'à l'occasion de ce contrôle de constitutionnalité, que la Cour déclare que toute la loi est conforme à la Constitution. Dès lors, le président promulgue la loi, elle est publiée au journal officiel et elle est exécutée par tout le monde. Mais il peut aussi arriver que la Cour estime qu'un ou plusieurs articles ou toute la loi n'est pas conforme à la Constitution. À ce moment, le gouvernement tire les conséquences, remodifie les articles qui ont été visés comme n'étant pas conformes à la Constitution, les resoumet, c'est ce qu'on appelle la deuxième lecture, les resoumet à l'Assemblée nationale pour une deuxième lecture, et une fois que l'Assemblée nationale a voté le nouveau texte, la procédure reprend, le président de la République saisit à nouveau la Cour constitutionnelle pour voir si la nouvelle formulation est conforme à la Constitution avant de la promulguer. Et donc, dans le cadre de la nouvelle loi sur le médiateur de la République adoptée en décembre dernier, naturellement, la Cour a estimé que l'alinéa premier de l'article 2 qui définit le médiateur de la République n'était pas conforme à ce que la Constitution prévoyait. Le gouvernement en a tiré les conséquences et a modifié le texte. C'est ce qui a fait l'objet du projet de loi sur le médiateur de la République que nous avons adopté en Conseil des ministres ce matin. Le médiateur de la République est essentiellement chargé de toutes les réclamations que des citoyens ou les usagers du service public peuvent avoir contre les administrations de l'État, les administrations des collectivités locales ou de tous les autres services des entreprises publiques, etc. Mais le médiateur de la République propose des solutions. Donc, vous saisissez le médiateur, il fait de la médiation, c'est-à-dire qu'il va essayer de trouver un terrain d'entente, des solutions qui vous arrangent plutôt que d'aller devant les tribunaux, passer énormément de temps en procédure et perdre beaucoup d'argent. Et donc, le médiateur propose une solution, saisir les administrations pour faire passer la solution qui arrange tout le monde. Mais le médiateur n'intervient pas sur les affaires qui sont en justice ou qui ont fait l'objet d'une décision judiciaire. Le médiateur n'intervient pas non plus sur des questions politiques. Donc, il ne fait pas de la médiation politique. Les partis politiques ne s'entendent pas, un conflit sur divers sujets. Le médiateur ne s'occupe pas de cela. Il s'occupe du fonctionnement des administrations. Vous avez un problème de votre carrière en tant que fonctionnaire, un ajustement qui n'a pas été bien fait, un salaire qui n'a pas vite payé, des frais qui, etc. Vous saisissez le médiateur de la République par une simple lettre écrite. Il n'y a pas besoin d'un avocat, il n'y a pas besoin de faire une forme particulière. Il faut faire une simple lettre administrative au médiateur de la République exposant clairement votre problème et le médiateur de la République vous répondra et Madame Awa Nana Daboya le fait
très bien jusqu'à maintenant. Donc je vous invite à bien connaître ces institutions parce qu'elles peuvent vous aider énormément dans le règlement des petits litiges de tous les jours que vous avez dans votre vie courante. Et voilà, c'était donc la conférence de presse d'après Conseil des ministres, c'était donc hier à Pia. Et en marge justement du Conseil des ministres tenu à Pia et conformément à l'esprit du gouvernement de garder le contact permanent avec les populations et de faire le suivi d'un certain nombre de projets, eh bien Madame le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe était en visite de terrain ce jeudi à Adabawere, notamment dans la préfecture de la Kosa. Elle s'est entretenue, elle s'est rendue au centre médico-social dans le cadre du programme de gratuité et de la prise en charge des femmes enceintes, un programme en phase pilote dont elle est allée s'enquérir du bon fonctionnement. Alors, où en est-on avec ce programme, une promesse du chef de l'État de prise en charge gratuite des femmes enceintes? Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Il est maintenant 20h46. On en vient aux infos sport de tous les jeudis dans cette édition et c'est un rendez-vous avec Jean Kofi et Dédi. Bonsoir Jean. Bonsoir. C'était le 11 février 2019, c'était le choc et cela fait 2 ans jour pour jour aujourd'hui que notre collègue Alfred Kolali nous a quittés. Oui, Jason, l'ex-chef de la division des sports de la télévision togolaise a rendu l'âme le 11 février 2019. Aujourd'hui, jour anniversaire, malheureusement de son rappel à Dieu, la rédaction sportive salue la mémoire du disparu. Souvenons-nous de lui dans nos prières et qu'il repose en paix. Et Alfred Kolali est également vice-président de l'association des journalistes sportifs du Togo. On va justement en parler avec vous ce soir de cette association des journalistes sportifs du Togo dont il était, je le disais, vice-président jusqu'à sa disparition. La JST qui vient de renouveler son staff dirigeant, c'était hier mercredi. Effectivement, Jason, réunis à l'Assemblée générale ordinaire élective hier à Lomé, les journalistes sportifs membres de la JST ont élu un nouveau bureau exécutif. La nouvelle équipe dirigeante a à sa tête le confrère Sylvestre Gounoubou, reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans. Plus de détails avec Laurent Goumavon. Aucun rebondissement de dernière minute ne pouvait arriver. La réélection de Sylvestre Gounoubou était actée. Après 4 ans de bons et loyaux services, les membres de l'Association des journalistes sportifs du Togo, la JST, ont accordé pour une deuxième fois leur confiance au président sortant. L'ancien présentateur de la chaîne de télévision TV7 a donc les clés pour continuer sa mission. Vous savez, cette presse sportive togolaise, qui est très digne, professionnelle et talentueuse, ça fait vraiment plaisir qu'elle ait accepté renouveler donc ce mandat pour nous. Et je pense que c'est une marque de reconnaissance, d'accompagnement pour tout ce qui a été fait pendant les 4 années de notre premier mandat. Je crois qu'on donnera le meilleur de nous-mêmes. Je compte surtout sur les membres pour mener vraiment loin cette émission qui nous a été confiée de nouveau. Pour d'autres succès à l'avenir, les journalistes membres de la JST ont aussi l'obligation d'honorer leurs cotisations annuelles afin de permettre à l'association d'atteindre ses objectifs. Dans l'ère du temps, la JST fait sa mue avec l'évolution technologique. Dorénavant, les membres peuvent être convoqués en assemblée générale en mode virtuel, soit en audio ou en vidéoconférence. En marge de cette assemblée générale élective, 2 anciens présidents de l'association ont été faits présidents d'honneur. Il s'agit de Benoît Messanyame et Mana Palanga. Le nouveau bureau de la JST est composé de 11 membres, femmes et hommes, élus pour un mandat de 4 ans. Et voilà pour la JST. Jean va boucler cette page sport avec la Ligue de football Lomé Golf. Là-bas, l'heure est à la réhabilitation des locaux. Tout à fait, Jason. Le nouveau comité exécutif ne veut pas tarder dans ses prises de décision. Ainsi, il a entrepris les travaux visant à donner un éclat au bâtiment et à équiper ses bureaux. Les précisions à Flem Johnson. La Ligue Lomé Golf de football fera peau neuve dans les tout prochains jours. Ainsi en a décidé la nouvelle équipe dirigeante. Élu en octobre dernier, le nouveau bureau exécutif, réuni au sein de la liste Expérience créative, a promis dans sa campagne redonner une nouvelle vie aux activités footballistiques. Cela passe par une réhabilitation du cadre de travail. Nous avons promis à nos membres que une fois que nous serons là, nous allons essayer d'aménager le cadre, donner de l'ordre à ce qui existait avant. Raison pour laquelle nous commençons par lancer les travaux
pour pouvoir améliorer le milieu dans lequel vont évoluer et nos membres et l'administration de la Ligue de football Lomé Golf. Nous allons essayer d'abord de faire la réflexion des toitures, badigeonner l'intérieur comme l'extérieur de la Ligue, mettre en place certaines constructions, doter les bureaux des matériels informatiques, et des matériels de bureau et tout ce qui est nécessaire pour favoriser le bon travail de ceux qui auront à vivre dans le milieu. Les travaux de réhabilitation démarrés il y a quelques semaines réconfortent le personnel qui a hâte de s'installer dans un cadre confortable, mieux que le précédent. Avant, notre condition de travail était vraiment minable. Quand il y a la pluie, on ne peut pas travailler. Les moustiques, la chaleur. Nous remercions vraiment cette équipe Espérance Créative. Et nous voulons qu'ils améliorent notre condition de travail. Et déjà, ils ont déjà commencé par badigeonner les murs, changer tout l'équipement. Et nous leur disons merci. C'est ce que nous voulons afin que notre sport roi puisse aller de l'avant. Bureau exécutif, personnel de la Ligue Lomé Golf, tous attendent avec impatience la fin des travaux pour démarrer en toute sérénité la mission à eux assignée pour le rayonnement du football. Alors Jean-Kofi, prochain rendez-vous? Oui, prochain rendez-vous samedi à partir de 13h45 dans Sport et Détente. Rendez-vous bien noté. Merci Jean et merci à vous. C'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore et notamment à Koumeya dans la Cosa. Et comme d'habitude et toujours, fidèlement, très belle soirée.